Bienvenue à vous dans votre émission Maïcha. On est ravis de vous retrouver une fois de plus et vous l'aurez compris, en cette période de mois de Ramadan, nous allons également adapter nos thèmes et nos témoignages autour de la religion musulmane, mais toujours accompagné d'un expert qui va pouvoir nous orienter sur les différentes questions que nous avons à nous poser. Et nous allons d'ailleurs commencer ces numéros avec le rôle de la transmission, le rôle de la femme dans la transmission religieuse. Quelle est la place de la femme dans l'apprentissage de la religion avec les enfants, dans la société? Et surtout, qui est responsable? Est-ce que c'est l'homme ou la femme? Avec nous, Faïna Iboura, qui est mère de famille et qui va aussi avant tout partager comment est-ce qu'elle a vécu cet apprentissage. Donc on va aller très très loin dans le passé. Faïna, comment ça va? Ça va très bien, ça va. On se souvient de cette époque? Oui, c'est une époque, comment dirais-je, mouvementée. Mais très belle. Très belle aussi. Et pour pouvoir nous éclairer, puisqu'on ne sait jamais qui dit quoi, qui dit la vérité, nous sommes avec Oustad Ali Youssouf Ben. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On le disait, le rôle de la femme dans l'évolution de la transmission religieuse. Déjà, il y a deux questions. Le rôle de la femme dans cette transmission et puis surtout comment cet apprentissage évolue dans le temps. La première question qu'on a envie de vous poser, d'un point de vue religieux, les textes, qui est responsable de l'apprentissage de l'enfant, de la famille? Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est la femme? Tout simplement, c'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité partagée. La femme, comme elle est plus proche des enfants dans leur quotidien à la maison, tout ce qui concerne l'apprentissage dans la maison, les révisions dans la maison, ce que même les enfants ont appris au Choni ou à Madras, c'est surtout la femme qui est là, c'est elle qui les fait répéter. C'est elle qui est garant donc de cet apprentissage, voilà. Parce qu'on nous dit souvent, il y a ce jour, le jour du jugement, où on va vous demander ce que vous avez fait de bien, de mal, etc. Et on dit qu'il y en a un qui est toujours responsable de certaines choses et savoir au final à qui on va demander pourquoi les enfants ont appris ou n'ont pas appris. Globalement, la femme a une responsabilité supérieure par rapport à l'homme dans l'islam. Si bien dans l'éducation qu'ailleurs. Quand on retourne dans les sources, on a que le prophète qui nous dit très clairement que quand on pose la question, la personne prioritaire, c'est qui? C'est la mère. Il a prononcé 2 fois la mère avant, et c'est la 3e fois qu'il a prononcé le père. Donc le rôle de la mère est prépondérante. L'homme a sa place, mais sa place, c'est comme le ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui va chercher des trucs qui sont loin, qui sont lourds et tout ça. Mais tout ce qui est la plus grande sagesse, l'éducation au niveau de tout ce qui est quotidien des enfants, c'est la femme qui est la première concernée par rapport à l'homme. Merci beaucoup déjà d'avoir répondu à cette question. Et j'imagine qu'à travers ça, il y a le rôle de l'homme, et on va pouvoir aussi le développer tout à l'heure, parce que cet homme doit aussi il doit accompagner, et il doit être aussi source de force pour accompagner cette mère dans son rôle d'éducation à la maison. J'imagine, on va peut-être pouvoir leur donner quelques pistes tout à l'heure dans cette émission. Faïna, parlez-nous de cette éducation. Voilà, on connaît les chionis, on connaît les madrasas, la maison aussi. Vous, comment est-ce que vous avez eu cette éducation religieuse? Alors, l'éducation religieuse, je l'ai eue en 2 fois. Parce que j'allais au chioni le matin, de très tôt le matin, et j'allais au madras l'après-midi. Donc le madras, c'était que les samedis et dimanches, parce qu'on va aller au chioni. Et l'école aussi, il y avait l'école laïque. Donc on était obligé de tout faire. Donc comme je disais que c'était un marathon. Et qui vous réveillait le matin pour aller à l'école, pour aller à l'école coranique, pour aller au chioni? C'est toujours la mère. C'est toujours maman qui nous réveille, qu'il faut aller d'abord faire la prière. Et à 4 heures du matin, on était au chioni pour lire le Yassine et les doigts et aller à l'école coranique. Et l'après-midi,
comme on finissait l'école primaire, on finissait à midi, il fallait aller à l'école coranique l'après-midi aussi. Donc, il n'y avait pas de repos. Il n'y avait pas de repos. Et les week-ends, c'était aller au champ ou faire les tâches ménagères de Fundi. Comment vous considériez justement cette personne, le Fundi? Quelle est la place que le Fundi avait dans votre vie? Ben, il avait plus de grade que nos parents, parce qu'on avait vraiment peur du Fundi que nos parents, parce qu'on a l'habitude, c'est nos parents. Mais quand on te disait que tu as fait une bêtise et qu'il faut aller dire au Fundi, là, c'est le shahada direct. C'est-à-dire qu'on se préparait déjà à recevoir une petite correction, une punition. Donc on avait peur, on ne dormait pas, parce qu'on savait que ça va être difficile d'aller au Chioni pour être entendu par tous nos copains et nos amis qui sont à l'école coranique. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, peut-être que les femmes à Mayotte l'ont compris, Oustad, puisque la plupart des Fundis d'école coranique sont des femmes à Mayotte, ou étaient, je ne sais pas trop comment c'est aujourd'hui. Est-ce que c'est justement par rapport à ce que vous disiez que la femme, d'emblée, elle sait qu'elle est responsable de l'éducation coranique, religieuse des enfants? Donc on se donnait déjà ce rôle-là? C'est tout simple, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est que la société mahoraise, c'est une société matriarcale. Donc comme c'est une société matriarcale, c'est la femme qui tient les rênes. Donc comme c'est la femme qui tient les rênes... Est-ce que les hommes laissent la femme tenir... Ça serait un autre débat peut-être. C'est la femme mahoraise. La femme mahoraise, c'est une femme forte. C'est la femme, tout passe par la femme. L'homme est là juste pour combler les trous ou faire les choses que la femme ne peut pas faire. En fait, l'homme était utilisé comme étant celui qui a la force physique. Mais tout ce qui est sagesse, transmission, aussi bien au niveau religieux que autre, c'était la femme. Donc, et ça, jusqu'à aujourd'hui, la société mahoraise a toujours cette idée, parce que même quand vous regardez qui amène le plus souvent les enfants à madras aujourd'hui, nous, les Fundis qui sommes dans les madras, on voit souvent que les mamans amènent plus les enfants à madras que les papas. Si les papas le font, c'est que les mamans ont des tâches avec d'autres enfants ou à faire autre chose que le papa va bénéficier après. Faïna, vous nous disiez justement que vous avez eu cette double, même triple éducation, puisqu'il y a la maison, il y a le Fundi, puis vous alliez également au madras. Vous l'avez dit, le Fundi, il était là quand même, on avait peur de lui. C'était même parfois les parents allaient le voir pour lui dire que Faïna m'a pas écouté à la maison. Exactement. Et là, c'était encore pire. Aujourd'hui, les choses ont changé. Oui, les choses ont changé et il n'y a pas le Chioni. Je pense qu'on a des Fundis qui sont arrivés, qui ont fait des études peut-être ailleurs, parce que nous, on n'a pas vu ça, qu'on n'a pas eu ça. On voyait c'est nos grands-pères, c'est l'oncle qui était au Chioni, ou c'était ma tante qui faisait le Chioni. Et maintenant, c'est des gens qu'on ne connaît pas. On ne sait pas, des étrangers qui arrivent. Mais il y a quand même cette éducation d'aller au Chioni. Mais c'est le madras, mais c'est le Chioni. Mais c'est pas pareil. La société, elle a changé. Il y a aussi cette évolution. Est-ce que la femme aussi, il y a aussi un rôle de la femme, c'est-à-dire peut-être que la femme n'a plus ce temps-là que nos parents, que nos grands-parents avaient. Est-ce que vous pensez justement que du fait du changement de la société, les femmes délaissent aussi un petit peu cette transmission de l'éducation religieuse? Non, je ne pense pas, parce que je le fais toujours. On peut faire les deux. C'est toujours mes enfants. C'est toujours mes enfants que j'amène à l'école, au madras. Et on cherche toujours le plus proche. Avec tout ce qui se passe à Mayotte maintenant, je ne peux pas dire que je l'amène à Passamaïti parce que c'est là-bas où j'ai fait mon Chioni. Mais je suis obligée de l'amener le plus proche. Le madrasa le plus proche, parce qu'on a peur
Parce que c'est des enfants, il y a toujours cette éducation qu'ils n'ont pas, comme nous, on était matures, même à 5 ans ou à 6 ans, on était matures. Mais maintenant, avec la société, les enfants, à 5 ans, 6 ans, on leur dit d'aller au Chioni, on a peur de ce qui se passe dehors. Et du coup, on doit les accompagner toujours. Là, c'est par rapport à l'insécurité, malheureusement, mais aussi même les occupations de la femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que de nos temps, on se donne beaucoup plus de choses à faire en dehors du foyer. Je ne sais pas, on participe dans des vies associatives, on a envie de sortir, on va dans des manzarakas. Désolée, mesdames, mais donc peut-être que ça donne moins de temps ou ça n'impacte pas du tout? Moi, personnellement, ça m'impacte pas du tout. Comment on fait? C'est une histoire d'organisation. D'organisation, de planning. Donc, si c'est pas moi, ça sera le père, comme a dit Oustad. C'est le père qui s'en charge. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? On est obligé d'y aller dans cet événement et qu'on ne peut pas faire autrement. Et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, justement, pour vous accompagner en tant que maman dans cette transmission de l'éducation? Qu'est-ce qui vous manque d'un point de vue de la société, peut-être des Foundi, des Oustad? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque pour vous faciliter justement cette tâche-là? C'est que c'est les grands-parents. Les grands-parents, parce qu'on savait que c'est les grands-parents, la famille qui faisait le Chioni. Donc on était tranquille. Là où on est tranquille. Mais pour le moment, maintenant, actuellement, c'est difficile de rester tranquille quand on sait que c'est une personne où on doit payer le mois. C'est par obligation qu'on fait. Mais c'est pas convivial, c'est pas familial. C'est ce qui est maintenant qui m'impacte vraiment. C'est justement ce qui va nous permettre de poser la prochaine question à notre oustad. Dans les textes religieux, l'importance justement du savoir, d'apprendre, de connaître, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dit là-dessus? Bien sûr, tout est dit. Parce qu'au niveau de la connaissance, déjà, la connaissance n'a pas de... On ne peut pas regarder au niveau du sexe, par exemple. Que ce soit homme ou femme, la connaissance doit être égale à tout le monde. Pour tout le monde. Les femmes doivent être éduquées comme les hommes doivent être éduqués. Parce qu'il y a des tâches. Il y a des tâches en islam que seules les femmes doivent les faire ou peuvent le faire. Donc les hommes ne peuvent pas. Par exemple, souvent, comme la nudité de la femme n'est pas pareille à la nudité de l'homme. Donc il y a des tâches, il y a des choses où c'est la femme qui doit le faire. Donc l'islam insiste là-dessus pour dire que la femme doit faire les études autant que l'homme. Quel que soit les textes sont clairs, et surtout que le prophète nous dit clairement que la femme est l'égale de l'homme. Les femmes sont égales à l'homme. Cette égalité, c'est vrai qu'on ne la voit pas dans la pratique dans les sociétés musulmanes, mais la faute à qui? Ce n'est pas la faute à l'islam, ni au texte de l'islam. C'est la faute aux hommes et aux femmes. Aux hommes avec un grand H, alors. Est-ce que ce ne sont pas les hommes avec un petit H qui essaient de prendre un petit peu plus de place et les femmes... Comme d'habitude, c'est au niveau physique. La supériorité de l'homme, c'est que physique par rapport à la femme. Donc l'homme utilise cette supériorité physique pour justement mettre la femme de côté ou en arrière. Mais quand vous regardez dans l'histoire de l'islam, c'est impressionnant de voir le rôle de la femme. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, parce qu'on va aborder aussi ce sujet, beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont pas du tout n'ont pas eu cet apprentissage, n'ont pas la même importance, comme par exemple Faina dit que voilà, pour elle la religion c'est important. Il y a aussi tout l'aspect de l'éducation avec le Foundi. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ont peut-être mis ça un peu de côté, ça on le saura, est-ce que c'est la faute aux parents ou à la société, mais qu'est-ce qui s'est passé alors entre le temps où on dit que la femme elle a une grande place, elle est égale à l'homme, et ce qu'on voit aujourd'hui, il y a peut-être un écart. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il y ait cet écart? Parce que la femme a accepté
que l'homme agisse de cette manière-là. Je prends un exemple tout simple au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète a voulu aller faire la Umrah avec l'armada des Sahaba qui étaient avec lui, des compagnons qui étaient avec lui, ils sont arrivés, avant d'arriver à la Mecque, on les a stoppés. On leur a dit, vous ne pouvez pas entrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète était inquiet, il ne savait pas quoi faire. Il est resté dans sa tente, comme ça, tête baissée, à se demander qu'est-ce que je vais faire. Sa femme était là. La femme lui a dit, vous êtes qui, vous? Vous n'êtes pas le prophète? Il a dit, oui, c'est moi le prophète. Bien alors, comme ces gens-là ne veulent pas faire ce que tu leur demandes, tu sors, tu le fais. Ils vont te voir le faire, ils vont obéir direct. Regardez ça. Ça, c'est qui? C'est la femme. La puissance de la femme. C'est la femme. Pas physique, mais juste les paroles. Son esprit, c'est bon. Tous ces hommes-là, ces milliers d'hommes qui étaient là, ils ont obéi au prophète sur une idée donnée par une femme. Donc, ces femmes étaient fortes. Khadija, on connaît tous Khadija, elle était forte. Ces femmes-là étaient fortes parce que quoi? Elles ne se laissaient pas marcher dessus. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les femmes se sont mis dans une posture de juste moi je suis la femme de quelqu'un, j'ai fait mon maza avec lui et compagnie. Non, parce que les femmes ne s'impliquent plus dans l'apprentissage de l'islam, vraiment comment prendre l'exemple de ces femmes-là. Beaucoup de femmes aujourd'hui prennent l'exemple de l'Occident et compagnie. Il y a aussi le poids de la société que dès qu'une femme, elle va avoir un petit peu plus de charisme, qu'elle va oser prendre la parole ou qu'elle va dire non à son mari, il y a toute cette société autour qui va dire, j'allais parler en shimaore, est-ce que c'est pas ce qui fait que la femme, elle a justement peur d'être jugée, qu'on lui dise que voilà, elle ne respecte pas, elle n'écoute pas, alors que depuis petite, on nous apprend aussi, parmi les choses qu'on nous apprend, à respecter son mari, à écouter son mari. Il y a d'autres histoires qui disent au contraire, quand ton mari te dit non, n'y va pas, on ne doit pas y aller. Donc peut-être que cette femme-là, elle se retrouve dans toutes ces choses qu'on lui explique et veut respecter ce qu'on lui dit de respecter dans cette société. Chaque chose a des limites. Le pouvoir de l'homme est limité. Je l'ai dit encore, le pouvoir de l'homme est limité. Ce n'est pas un pouvoir absolu, on n'est pas dans une monarchie. Parfait. On va le noter en tout cas. Voilà. Et toutes les téléspectatrices qui nous regardent aujourd'hui, j'espère qu'on va prendre note et qu'on va changer les choses. Je voulais vraiment qu'on revienne parce que Faïna, vous le disiez, c'est important pour vous, ça a été vous le voyez dans votre façon d'être aujourd'hui, ce que vous voulez apprendre aussi aux enfants. Malheureusement, on se rend compte que beaucoup de jeunes ne sont pas du tout n'accordent pas autant la même importance. Est-ce que vous le ressentez, vous, dans la famille, dans le voisinage, ces jeunes qui n'ont pas peur de se fondre dans leur comportement, dans leur attitude? C'est aussi l'éducation, je vois ça. Mais c'est aussi l'éducation des parents. Donc les parents doivent éduquer aussi l'enfant de respecter les autres. Parce que nous, c'était le tonton qu'on respectait parce qu'on avait peur. Parce qu'on nous disait que c'est une grande personne, il faut respecter Zouki. Quel qu'en soit l'âge, mais c'est un Zouki de toi, il est plus grand que toi, de l'âge, hein, on le respecte. Donc on ne pouvait pas dire ou sortir ou cracher des mots qui font mal, parce qu'on sait que y a toujours quelqu'un qui va nous corriger. Il y aura toujours une personne qui va nous corriger, une grande, même quand on sort dehors, on nous disait, on voyait un angle où le voisin, qu'on l'a vu juste, on change de direction de suite. Parce qu'on sait que c'est sûr qu'il va dire aux parents et que le parent va encore remonter ça au fundi. Donc c'était l'époque où l'éducation était primordiale. Mais aujourd'hui, je pense que les parents n'ont pas le temps. Je le vois avec nos voisins ou la famille, que beaucoup de parents qui n'ont pas
qui n'ont pas le temps. N'accordent pas assez de temps. Ils travaillent le soir, ils viennent le matin, ils sont fatigués. Soit aussi les deux, on travaille et il n'y a pas le temps pour les autres, pour les enfants, l'éducation surtout. Donc c'est d'autres personnes, on prend une femme de ménage, c'est la personne où l'enfant n'a pas peur en fait. N'a pas peur et du coup l'enfant fait ce qu'il a envie de faire. Même si on le gronde, mais il va dire mais personne ne me verra parce que maman n'est pas là ou papa n'est pas là. Donc c'est ça. Et ça fait partie des choses pour vous qui se ressentent aujourd'hui dans la vie de tous les jours, dans la société. Nous qui veulent respecter, qui veulent faire le respect des enfants, qui respectent les autres, mais ils vont calquer sur les amis, sur les enfants qui jouent. Oh, il m'a dit ça, il m'a insulté, donc je vais le faire chez moi. Donc ça rend la tâche un peu plus difficile. C'est très difficile maintenant. Actuellement, c'est très difficile. Parce que les enfants veulent calquer sur l'autre enfant parce qu'il a dit ça et ses parents l'ont pas grondé ou n'ont pas mis au coin. Donc, je vais faire ça pareil chez moi. Aujourd'hui, on est en train de se demander comment est-ce qu'on peut justement aider, accompagner et s'orienter les uns et les autres pour continuer, en tout cas, cet apprentissage. Mais ceux qui ne cherchent pas du tout, il y en a qui disent « moi, je ne sais pas, de toute façon, je ne sais pas lire, je n'ai pas appris et je ne sais pas faire, donc ce n'est pas de ma faute ». Qu'est-ce qui leur est réservé, sans trop nous faire peur? Qu'est-ce qui est dit dans les textes et qu'est-ce qui leur est réservé et surtout, comment est-ce qu'on peut les aider et les accompagner? Ils n'ont plus de choix. Tout simplement parce que on nous a envoyé un prophète. La limite qu'il y a, c'est que quand tu es ignorant et qu'on ne t'a pas envoyé un prophète pour justement te donner l'information, te guider, là, tu peux dire que tu es ignorant. Là, tu es exempté de tout péché ou de tout châtiment. Mais du moment qu'on a envoyé le prophète, ces gens-là qui disent comme ça, c'est des musulmans. Ils se revendiquent étant des musulmans. Donc, du moment que tu t'es revendiqué d'être musulman, tu sais que l'enseignement est une obligation. Et peut-être aussi continuer avec, on va être déjà le mois de Ramadan, comment est-ce qu'on fait pour apprendre aux plus jeunes à respecter ce mois sacré pour les musulmans et à faire le Ramadan à partir de quel âge? Très jeune, normalement, le Ramadan, c'est aligné comme la prière, c'est à partir de 7 ans. C'est comme le prophète disait, pour les garçons et pour les filles. Mourou awladakum bis-salati wa hum abna'i sab'a. Ça veut dire, la prière a été calquée, et le jeûne a été calqué sur la prière. De très jeunes. Il y a même des hadiths du prophète qui disaient que des jeunes très jeunes, même à 5 ans, ont commencé déjà à le faire. Mais pour les enfants, très jeunes comme ça, on ne leur demande pas de faire le jeûne toute la journée. On leur demandait, faites le jeûne dès que vous verrez vos limites. Ça veut dire, vous commencez le matin, à midi, vous avez faim, vous mangez. Ça ne sert à rien d'aller frapper l'enfant, quoi. Voilà. Manger. Donc ça marche vraiment, le Ramadan, jusqu'à midi pour les plus jeunes? Oui, jusqu'à midi. Tu manges. D'accord. Celui qui peut aller jusqu'à 14h, il le fait. Ça ne marche pas pour les adultes. Non, ça ne marche pas pour les adultes. Et celui qui peut... Donc, chaque enfant est pris par rapport à sa cause d'endurance, son endurance. À midi, à 14h, à 16h, et puis ceux qui vont jusqu'à la fin. Et au fur et à mesure, ou des années du Ramadan, dès que c'est arrivé à l'âge adulte où chaque acte que la personne fait, c'est lui-même qui est payé de cet acte. À partir de là, la facilité est là. Pour terminer, comment est-ce qu'on peut faire justement pour que la femme, elle continue d'être dans la transmission de l'éducation? Un message que vous vous adressez aux femmes et aux hommes, comment est-ce qu'on peut faire justement pour perpétuer tout ça? Avant tout, il faut que la femme soit femme. Mais que la femme ne cherche pas à être homme. Donc si la femme reste femme, déjà avec tout le travail qu'elle a, c'est largement suffisant. Elle joue son rôle de femme pour son mari, maman pour ses enfants,
et une dame aussi pour la société. Si la femme reste femme, avec les prérogatives qui sont les siennes, je pense que tout ira bien, le monde sera meilleur. Merci beaucoup, Oustad, pour toutes ces réponses. On aura l'occasion de se retrouver d'ailleurs pour un autre numéro de Maïcha. Faïna, je vous remercie aussi d'avoir partagé voilà, ces témoignages et surtout comment est-ce que vous avez appris, vous, la religion et comment est-ce que vous vous battez pour l'apprendre aussi aux plus jeunes. Et je vous souhaite à tous les deux aussi un très bon mois de Ramadan. Et voilà. Pareil à vous. Merci beaucoup. À vous également. On se retrouvera pour d'autres numéros en cette période de mois de Ramadan, toujours autour de la religion. Vous pouvez, vous, revoir toutes les émissions de Maïcha sur notre site internet. À très vite.